Bon, salut Damon. Salut. C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. Je suis pas certain que tout le monde sur ma chaîne te connaisse. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, dire ce que tu fais sur le web, et puis d'où tu viens, etc. Et le tout en 2 minutes chrono. Yes, vite fait alors. Bah moi je suis un peu un vieux du web à force. J'ai commencé en 2012 dans la musique. J'étais coach DJ, donc j'ai été leader sur mon marché. Donc c'est un marché qui est beaucoup moins saturé aussi que le web entrepreneuriat. Jusqu'en 2016-17 comme ça, avant de passer maintenant à ce que je fais, le business psychologie, tout simplement. Et puis je suis un peu dans l'ombre, tu sais, j'ai plutôt tendance à aller chercher l'entre-deux entre les débutants et ceux qui sont plus avancés. Il y a un segment qui pour moi est vraiment un peu mis de côté et puis qui se sentent un peu abandonnés parce qu'il n'y a pas de formation pour eux, il n'y a pas de coach, de consultant qui va leur parler de marketing plus avancé. On a toujours tendance à avoir les mêmes conseils et à penser en une dimension. Ouais, c'est ce qui m'a marqué quand j'ai écouté ton podcast, parce que tu sais, je t'avais dit qu'il y a vraiment en coïncidence, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ton podcast il y a une semaine ou deux, et après j'ai vu que tu étais à Bangkok, je me suis dit, c'est marrant comme parfois les étoiles s'alignent. Quand j'ai écouté ton podcast, moi c'est ce qui m'a marqué, c'est que vraiment tu as à cœur de casser un peu les codes et d'aller souvent à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre dans le marketing, dans les contenus traditionnels sur le marketing, d'essayer de prendre le contre-pied, d'essayer d'aller plus loin aussi. Et moi personnellement, comme je commence aussi à avoir un bon niveau là-dedans, c'est vrai que je trouve très peu de contenu finalement qui m'apporte encore beaucoup de valeur en marketing, et le contenu que j'ai trouvé chez toi justement, je trouve qu'il est différent pour ça, donc c'est cool. Ouais, alors, tu vois, c'est toujours, on regarde ce que fait le voisin, on va faire la même chose, et on a tendance à, on est influencé forcément par ce que font les gens autour de nous, et en fait il faut réussir à sortir de ça, aller chercher plus loin. Moi je suis un peu un geek, le truc c'est je vais aller étudier des études psychologiques, des trucs qui n'ont rien à voir avec le marketing et faire des liens, et en fait j'adore faire des liens. C'est pour ça que d'ailleurs j'aime pas me présenter comme coach ou consultant, parce que soit ça fait coach en mode vas-y coach de vie ou je sais pas quoi, et c'est une image que j'ai pas envie de me coller, qui va devenir de plus en plus ternie par la tendance, avec tout le monde est coach aujourd'hui. C'est pas pour cracher sur le métier, loin de là, mais c'est plutôt l'image que les newcomers vont donner. Et consultant, c'est très pompeux et tout. Alors moi, je me préfère me décrire comme un pédagogue, en fait, tout simplement. Et j'adore connecter, comme un Lego. Je réfléchis comme les Lego. J'étais fan de Lego quand j'étais gamin. Et ta spécialité à toi, c'est vraiment la psychologie humaine? Ouais, alors, psychologie, reliée au business. Parce que la psychologie, c'est au centre de tout, finalement, tu vois. Autant la psychologie de la vente, la psychologie de ton client, mais aussi ta psychologie personnelle. Quand on parle de mindset, par exemple, qui est un grand terme pompeux encore, il y a plein de trucs fourre-tout. Le mindset, c'est pas très compliqué à développer, ça prend juste du temps. Mais c'est des choses qu'il faut comprendre. Et ça, en fait, tout se connecte, en fait. Comme on disait avant, ta confiance en toi, par exemple, va complètement influencer tes ventes. C'est un truc, mais ça, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est vraiment un truc que tu dois développer, qui prend des années. Et forcément, tu vois, ça c'est un truc contre lequel je me bats, parce qu'on va vouloir te vendre une formation en disant tu suis ma formation, voilà le plan qui a fonctionné pour moi, tu l'appliques et tu peux, même on va te dire je te promets pas les mêmes résultats, mais on le sous-entend quand même très bien. Et on va te faire croire qu'avec une ou deux formations, tu peux faire un bond immense. Et après, on te sort des témoignages de gens qui l'ont fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, il y a tout un background. C'est des gens qui bossaient déjà depuis des années, et il y a eu un déclic, et il y a eu un refocus, et il y a eu l'élément clé qui manquait. Mais pour réussir à trouver ton propre équilibre, c'est plein de domaines que tu dois mettre en équilibre. Ta propre psyché, savoir travailler, ton efficacité, ça c'est quelque chose, déjà ça pêche énormément chez beaucoup d'entrepreneurs. Et puis après, ta compréhension du marketing. Et puis enfin, on arrive plutôt aux petites tactiques, à qu'est-ce que je mets en dessous de ma page de capture pour convertir plus, qui sont 80-90% de ce qu'on trouve à vendre sur le web finalement. Mais c'est ça qui est intéressant dans ton approche, c'est que toi, les gens qui viennent chez toi pour se faire accompagner dans la création de leur business ou dans le développement de leur business, tu as une approche, on pourrait dire, holistique, dans le sens où tu travailles sur tout et pas que sur les petites méthodes justement. Et tu commences par les grands principes avant de rediriger vers les méthodes justement, tu commences par le côté un petit peu plus théorique, un peu plus abstrait des principes, etc., avant de passer dans l'exécution et le concret en fait. Ouais, alors ça c'était un de mes grands soucis, parce qu'en fait, si tu veux, le marketing,
comme je dis, c'est un équilibre de toutes ces choses, mais en même temps, on ne peut pas être à tous les fronts et on ne peut pas être expert de tout, sinon on est expert de rien. Donc il te faut une spécialisation. Et en même temps, je savais que pour apporter un vrai résultat à mes clients, il me fallait les aider à créer cet équilibre de A à Z. Donc c'est là où j'en suis venu au principe de coller ça avec la psychologie, majoritairement. Alors il y a des choses à côté, il n'y a pas que la psychologie. Tu verras tous les coachs et consultants, ils te diront que c'est leur truc à eux qui est important, comme les copywriters qui te diront que c'est la vente avant tout, alors que la vente, oui, mais c'est qu'une des 3 éléments d'un business, qui sont d'un côté l'offre, de l'autre côté ton audience, et le message au milieu qui fait le pont, ça c'est la vente, mais c'est que le tiers en fait. Et du coup, la psychologie, tu vois, elle se retrouve dans tous ces éléments-là. Et comment dire, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser le truc. Je vais d'ailleurs partir plutôt dans l'action, pour commencer dans un coaching par exemple, et voir comment il se débrouille. Et partant de là, on va recalibrer les conseils que je vais lui donner. Parce que je le vois déjà en fait aux questions qu'il va poser. S'il est très dans la tactique, il va me demander des détails. Je vais volontairement lui donner des conseils qui sont plus élevés et l'apprendre à penser de manière plus globale, plus holistique. Ouais. Et au contraire, s'il est dans les nuages, je vais le mettre plutôt dans quelque chose de très pratique. Parce qu'on a ces 2 éléments. Donc moi, je suis plutôt un stratège de base où j'aime vite partir dans toutes mes idées. Tu vois, et puis l'autre côté, c'est l'exécutant, c'est celui qui est plus fonceur mais qui aura du mal à prendre du recul. On le voit dans beaucoup de grosses entreprises à succès, il y a ces 2 personnalités. Par exemple, Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak. Ouais. Wozniak qui est dans l'exécution, Jobs qui est dans pour pas prendre un exemple cliché. Ouais, d'accord. Ce que j'aime aussi dans ton approche, ce dont on a déjà pas mal parlé hors caméra, c'est que contrairement à beaucoup de formateurs, quand il y a des débutants qui viennent te voir et qui ne sont pas encore compétents dans leur domaine, tu leur dis avant tout, deviens bon dans ton domaine avant de commencer à vendre quoi que ce soit. Tu vois. Alors que la majorité des gens, des formateurs vont dire l'inverse. Tu commences à vendre dès le départ et tu te fais la main petit à petit en vendant, tu vois ce que je veux dire. Et toi, tu mets vraiment l'accent sur devenir l'expert de ton marché en fait. Ouais. Moi, là, tu touches à ma mission parce que moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est de dire si je veux enseigner aux gens du marketing et les aider à créer leur société, c'est des sociétés que j'ai envie qui améliorent en fait les choses à tous les niveaux et du coup, je pourrais pas consciemment, de manière éthique, leur dire vas-y, on va vendre un truc que tu maîtrises pas. Et moi, je suis assez contre tout cette côté high ticket du moment. Autant j'ai pas de problème avec le high ticket, moi-même je vends mes services assez cher, mais il faut délivrer derrière. Tu sais, il y a ce principe de l'offre irrésistible qu'on connaît qui est de délivrer au moins 10 fois plus que tu prices. Donc ça veut dire si tu prices 1500, 2500 ton coaching par mois, derrière il faut au moins lui délivrer entre 15 000 et 25 000 de valeur par mois. Ça faut pas l'oublier parce que sinon à court terme tu vas pouvoir délivrer, mais très rapidement tu vas avoir des problématiques et te griller sur ton marché. Et ça, il y a beaucoup de coachs qui vont t'enseigner les méthodes pour vendre un truc avant même de le maîtriser. Et c'est dangereux en fait. C'est dangereux de faire ça pour toi, c'est mauvais pour ton marché. Et je ne peux pas en toute conscience de cause, moi, comme ma mission, je veux l'incarner. C'est-à-dire que je veux apporter de la valeur un maximum et t'aider à apporter de la valeur, tu vois, en tant qu'entrepreneur. Donc, pour incarner ça, pour moi, la première chose, c'est si tu veux vendre un truc, faut commencer par avoir la valeur à donner. Sinon, ça n'a pas de sens. Et il y a un truc qu'on passe sous le radar, c'est que ceux qui font du gros chiffre, ils sont experts à un niveau, mais tu sais, un docteur, je te parle d'un médecin, même un chirurgien, il n'a pas moins de compétences que certains gars qui vendent du marketing sur le web ou peu importe le domaine. Tu vois, moi, il y a depuis 2000, je suis nul avec les dates, j'avais 16 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie. J'ai 32 ans aujourd'hui. Je ne gagne pas ma vie depuis que j'ai 16 ans sur le web. Tu vois. En 2012, j'ai commencé, j'ai galéré comme tout le monde. Ça a pris des années, il faut se former. Voilà, il n'y a pas de miracle. Il y a des gens qui vont dire tu as lu un bouquin, vends un coaching à 3000 balles par mois. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quoi. Tu penses que le high ticket pour les débutants, parce que c'est vrai que souvent, les coachs high ticket du moment dont c'est la méthode et qui parlent de ça, ont tendance à te dire que même si tu débutes, c'est pas grave, tu peux déjà vendre très cher, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, c'est marrant, ils utilisent un argument que je vais retourner contre eux, c'est l'argument de projection. Ouais. Tu sais, c'est de dire, oui, tu vis pas dans le même monde, je veux dire, tu as ton rapport à l'argent. Par exemple, si toi, tu prends une journée pour gagner 200 € et que y en a un autre qui va prendre une journée et va gagner 20 000 €, forcément,
même temps de travail, mais le rapport à l'argent est très différent. Et ce qu'ils vont te dire, c'est que si toi tu gagnes 200 euros, c'est clair, tu auras du mal à vendre quelque chose de beaucoup plus cher parce que pour toi, l'argent a cette valeur-là. Et il faut te détacher de cette valeur-là et vendre ça beaucoup plus cher parce que c'est très subjectif. Jusque-là, je suis d'accord. Et forcément, si tu vas vendre à des gens qui font genre 15-30 millions de chiffre d'affaires par année, enfin de bénéfices, parce que le CA, ça ne veut pas dire grand-chose, ok. Si derrière tu peux les aider à doubler leur business, ok. Si tu peux les aider, alors on parle de marketing, mais c'est valable dans tous les domaines. Maintenant, moi ce qui me dérange, c'est qu'on parle justement de cette projection, mais on vend à des gens qui eux-mêmes sont dans un état où ils n'ont pas dans ces moyens-là. On vend à des gens qui sont dans l'urgence, qui ont peut-être 10 000 euros sur leur compte en banque, et on va leur vendre un truc à 5 ou 6 000 balles, tu vois. Et du coup, on va dire, il faut te détacher le machin du truc, et voilà, parce que c'est pas le même cadre. Mais en même temps, eux-mêmes, ils projettent sur leurs clients leur propre, finalement, leur propre vision de l'argent. Donc si pour toi 10 000 euros c'est pas grand chose, la personne qui est en face de toi, peut-être pour elle c'est beaucoup. Mais si tu lui projettes ça, tu vois, ils vont te vendre ça comme le mindset. Et après l'éthique c'est quoi? C'est ce que tu vends, mais c'est aussi à qui tu le vends. Donc voilà pourquoi je suis pas contre l'étiquette, mais la manière dont c'est vendu, ça c'est un petit peu comme les investisseurs. Allez, je vais un peu taper, je suis désolé, c'est pour vous en prendre à moi, pas à lui, hein, il y est pour rien. C'est que moi je suis contre les coachs en investissement pour une raison très simple. Alors, pas contre ceux qui vont coacher des gens qui gagnent déjà de l'argent et qui doivent le placer. Mais contre ceux qui ne gagnent pas d'argent, on va leur dire tu peux gagner de l'argent avec l'investissement. Et ces mecs-là, ils vont limite s'endetter pour t'acheter tes formations. Ils placent quoi après? Leur dette. Enfin, tu vois, c'est la même chose en fait. On vend quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt à utiliser ce matériel-là. Okay. Voilà mon point de vue. Ouais, c'est intéressant. Ça me fait penser à un autre concept dont on a parlé récemment ensemble, dont j'aimerais que tu parles sur la chaîne parce que c'est vraiment intéressant. Tu sais, c'est les 5 niveaux justement de préparation, enfin les 5 niveaux de conscience des gens et de clients et dans quelle mesure ils sont ouverts et prêts à acheter quelque chose. Ouais. Alors bon, pour préciser, c'est pas de moi, c'est d'Eugène Schwartz, mon copywriter préféré, on cite ses sources, c'est important. Alors, si tu veux, en fonction de à qui tu t'adresses, tu vois, alors les 5 niveaux, il y a un petit framework que j'ai piqué d'un bouquin, je n'ai plus le titre malheureusement, Upside, U-P-S-Y-D. Up, le U pour unaware, donc ça veut dire que la personne n'est pas consciente qu'elle a un problème. Donc là, c'est les gens les plus durs à convaincre. Il faut déjà lui faire prendre conscience qu'il a un problème, d'accord. Le deuxième niveau, il est problem aware, donc il est conscient de son problème. Donc là, il sait déjà qu'il est dans la merde, mais il n'est pas conscient qu'il y a des solutions. Troisième niveau, solution aware. Donc, ils cherchent déjà activement des solutions. C'est beaucoup plus facile de vendre à ces gens-là. On commence à arriver quand on se niche, c'est la porte d'entrée à notre cœur de cible. D'accord. Ensuite, on a le Your Solution Aware, le Y de Upside, c'est avec un Y. Là, il est conscient de ta solution. Donc, il sait que tu as une solution à toi très spécifique. Et le dernier, c'est D comme deal. Il attend juste une raison d'acheter qui est une question de prix. Donc, il attend une promo pour acheter. Ces 5 niveaux-là, ils sont très intéressants parce que, tu vois, quand on veut parler par exemple de scaling, donc un grand terme aussi à la mode, c'est viser, étendre son marché, élargir sa niche, il y a 2 écoles là-dedans, dans la formation. Il y a l'école Jean Rivière, que j'adore, au passage que je salue, si on se connaît un petit peu. Passé sur la chaîne. Voilà. Jean, donc, qui va être dans le vendre vraiment à une audience très ciblée. Donc sur l'échelle de l'upside, lui il va être sur le side. S, donc Solution Aware, Your Solution Aware et Deal. Et il ne va pas s'attaquer au unaware et au problem aware. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va limiter son acquisition, travailler avec une très petite audience. Par contre, il va vendre beaucoup plus à cette même audience-là. C'est sa stratégie. Voilà, ça lui permet d'avoir moins de travail d'acquisition à faire et plus de création de contenu, qui est une manière de faire. Et il y a l'autre école qui est, nous on va créer un gros produit, mais on va aller taper dans ces 5 niveaux-là. Donc forcément, on doit s'adresser à plus de monde, donc forcément le marketing est aussi plus compliqué. Forcément, si tu veux faire un gros produit, tu vas avoir un tunnel de vente. Ton tunnel de vente, il doit être optimisé et le copywriting, là, il ne pardonnera pas. Contrairement à une création de produit plus régulière où tu peux te planter, ton copywriting peut être un peu moins bon parce que comme on s'adresse à un cœur de cible, on travaille beaucoup plus sur la confiance et le renouvellement de... Oui, bien sûr, c'est des gens qui te connaissent. Voilà. Ouais. Mais après, tu travailles aussi sur la confiance dans les 2 cas. Ça, c'est... Ouais. La confiance, c'est la cause, la vente, c'est la conséquence. Il ne faut jamais oublier ça. La confiance de ton client envers toi et ta confiance en toi-même, finalement, que tu lui transmets. Mais quand tu commences, parce que la majorité des gens qui sont sur cette chaîne, souvent, c'est des gens qui débutent majoritairement.
quand tu commences, tu dois t'adresser aux gens qui sont déjà conscients qu'ils ont un problème, que la solution existe. Tu dois être le plus bas possible dans ce truc-là, en fait, quand tu commences, non? Ouais. Alors, en fait, il y a un truc que tu veux optimiser sur ton business, c'est un seul, c'est ton message. Savoir à qui tu t'adresses, qu'est-ce que tu leur vends et comment tu le présentes. Dès que tu as ça, après tu peux commencer à t'étendre. Mais quand tu ne l'as pas, il faut déjà aller chercher les clients qui sont plus concernés parce que tu vois, si tu as peut-être une toute petite compétence, t'as pas besoin, tu ne vas pas te lancer dans le marketing en général si tu n'as pas encore de compétences du tout. Je te parle de marketing, ça peut être de musique, ça peut être c'est mon sujet, tu vois. Ouais. Du coup, tu vas cibler une niche très petite, quitte à avoir que 50 personnes sur Terre qui peuvent être intéressées par ton offre. Mais ça suffit parce que tu vas quand même leur vendre peut-être du freelancing pour commencer si tu n'as pas vraiment encore de grosse légitimité. Donc tu vas faire un done for you, tu vas le faire pour eux. Ça va te permettre de travailler avec des gens quand même assez avancés, suivant comment, te faire tes premiers chiffres, tester, t'améliorer. Et puis ensuite, tu vas peut-être pouvoir faire du coaching, consulting, où là, tu vas pricer aussi plus cher et tu vas arrêter de le faire et tu vas dire au client, voilà ce que tu as à faire. Mais tu restes avec une très petite audience. Ça te permet de garder, d'avoir une ultra spécialisation. Et avec le temps, tu vas pouvoir devenir meilleur en meilleur, mieux en mieux et proposer une expertise plus large, vendre à plus de monde. Et là, on commence à scaler gentiment et on remonte dans l'échelle d'upside. Et on vend toujours à plus grosse masse. Et du coup, peut-être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu pourras faire le million. Pas dans 3 mois. Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Tu vois. Si déjà dans 2 ans, tu fais ton ancien salaire, tu peux être très content. Moi, je dis, c'est un truc. 2 ans à fond comme un taré en mode dans ta cave avec le Wi-Fi. Ouais. Pendant 2 ans, tu bosses comme un malade, tu oublies le lifestyle et toutes ces conneries. Et tu bosses à fond sur ton truc, sur ta micro-compétence. À devenir meilleur. Voilà, et rien d'autre. Et tu te focalises sur le minimum de... moi j'ai des clients, ils ont une chaise, un laptop, une table, un lit, quoi. Ils font que ça. Ouais. C'est les débutants, j'ai dit si tu bosses avec moi, c'est ça ou rien. Voilà. Mais l'erreur, tu vois, il y a beaucoup de débutants qui font cette erreur, je pense, c'est que au début, ils se forment sur le marketing, le copywriting, etc. Il faut le faire, tu vois. Ouais. Mais ils font du contenu, etc. Ils se donnent, ils travaillent beaucoup. Mais ils oublient le principal, c'est-à-dire devenir un expert de leur niche, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est une erreur, mais monumentale, tu vois. Pourquoi on fait cette erreur-là? Ouais. Je te le demande. En fait, on est complètement biaisé par tout le contenu gratuit. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que si tu te formes sur YouTube, basiquement, tu te formes avec des argumentaires de vente. YouTube, c'est la porte d'entrée, d'acquisition pour les entrepreneurs. Si on voit cette vidéo qu'on fait là, c'est quelque part un contenu de vente, d'acquisition pour Jean-Loup. Il y a un petit lien vers ma liste. Voilà. Alors on donne c'est pas de la vente pure. Non, on donne de la valeur, mais en fait on crée de la confiance, et à juste titre, je veux dire. Ouais. On crée de la confiance, mais derrière cette confiance-là, pour vendre le gros stuff de Jean-Loup, parce qu'il en voit aussi dans le game, tu vois, on a discuté, il sait de quoi il parle. C'est le but des interviews, c'est de créer de l'autorité, etc. Ouais. Dans le but, effectivement, à la fin, de vendre quelque chose. Ouais, il ne faut pas s'en cacher, quoi. Ouais, bien sûr. Sinon, ce serait compliqué de continuer à bosser là-dessus si on ne gagne pas d'argent, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien, je suis assez passionné par le fait de survivre, tu vois, donc c'est pas mal. Donc, voilà. Je te l'apprends, celle-là. Je suis passionné par le fait de survivre. Ouais, serre-toi. Pourquoi les débutants oublient de se former, en fait, à leur expertise? C'est simplement que il y a tous ces contenus qui te disent si tu appliques ces stratégies, tu auras des revenus. Ces stratégies, tu auras des revenus. En fait, ils te vendent tout sauf le truc principal, apprendre ton truc. Parce que c'est pas vendeur en fait. Donc en gros, après ils le précisent vite fait qu'il faut déjà avoir une expertise s'ils ont un minimum d'éthique. Mais c'est souvent un petit caractère au fond, tu vois, le truc. Et du coup, les mecs sont là, ils bossent depuis des années, je comprends pas, j'ai des tunnels de vente, j'ai machin compliqué, des trucs plus simples, machin, contenu quotidien, mailing quotidien, lead magnet, etc. Est-ce que tu penses que, on me pose souvent ces questions, est-ce que tu penses que je vais faire un lead magnet et tout, machin. Moi, ce que je dis, c'est je pense que tu dois t'améliorer dans ta compétence, quoi. C'est tout, c'est de devenir meilleur. Je passe le 80% de mon temps à rechercher, à implémenter. Et je vais passer beaucoup de temps après relancer des business à côté juste pour devenir meilleur et montrer aussi, à documenter le truc. Je trouve que ça fera des beaux contenus. Et... Justement, toi, tu as une certaine expertise là-dedans, dans ce que toi tu appelles l'hyper-learning. Ouais. Pour apprendre plus vite en fait et devenir un expert rapidement. Est-ce que c'est quelque chose que tu vends sous la forme de formation, etc. Donc je ne vais pas te demander de donner tous tes tips, mais est-ce que tu peux nous donner 2-3 conseils, 2-3 leviers sur lesquels on peut appuyer pour apprendre plus vite, tu vois, et devenir plus vite un expert?
Alors déjà, je vais donner un truc, c'est que faut arrêter de lire trop. Faut arrêter de chercher trop de contenu. Parce que c'est le principe, on en a parlé, c'est le principe de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on pense que plus on ingurgite de contenu sur une thématique, meilleur on devient. C'est faux. Parce que si tu ingurgites des contenus de qualité moyenne, tu vas baisser en fait ton niveau de compréhension parce qu'on va te donner des conseils qui sont erronés. Et pour arriver avec du contenu différent, mais du contenu plus profond, même toi, de la connaissance surtout, tu vas vouloir consulter seulement le meilleur de ce qui se fait dans un domaine en particulier. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par identifier des experts d'une thématique. Alors les experts, faire attention, il y a 3 niveaux. Il y a d'un côté, il y a les nerds, c'est ceux qui sont dans leur laboratoire, ont leur truc à tester, dont personne ne connaît l'existence, mais c'est les mecs meilleurs au monde, meilleurs que tout coach réuni sur cette planète additionné. Et du coup, ils sont assez faciles à contacter du moment que tu sais où les chercher. Ouais. Ensuite, il y a les experts médiatisés, les Tony Robbins et compagnie, où eux, ils sont extrêmement mainstream, que je conseille pour la plupart d'éviter. Quelqu'un qui est trop connu dans son milieu, c'est quelqu'un qui va donner des conseils qui sont relativement simplistes, en fait. Toujours. Plus tu es obligé de faire du mainstream. Voilà. Donc pour démarrer, ça peut être une idée, mais après, voilà, mainstream, tu vois, c'est comme la musique. Je veux dire, si tu prends le top 100 musique radio, ça n'a rien à voir avec. Après, parfois, ces mecs-là, comme Tony Robbins, il a des masterminds très chers, où le niveau est un peu plus élevé, j'imagine. Mais effectivement, dans son contenu gratuit, du moins. Tu vois, alors, je peux pas dire là-dessus, j'ai pas suivi ces masterminds, mais. Moi non plus. Mais si je veux lancer ma société, j'irai pas chez Tony Robbins. Simplement. Je dis pas qu'il fait des mauvaises choses, tu vois. Encore une fois, c'est pour démarrer, tu prends 2-3 bouquins, voilà. Mais après, si tu es vraiment sérieux, tu veux directement aller chercher le stuff qui est beaucoup plus avancé. Donc ce que tu fais, c'est que tu identifies ces experts. Le 3e niveau, je n'en ai pas parlé, ces gens comme nous, c'est les pédagogues. C'est les gens qui avons vulgarisé. Parce que finalement, il y a, tu vois, les nerds. Le truc, c'est qu'ils sont hyper doués, mais le problème, c'est qu'ils vont t'expliquer le truc, ils vont utiliser un jargon incompréhensible. C'est genre du mandarin, quoi, c'est la même chose. Donc, tu peux pas l'extraire, donc finalement, il n'y a aucune valeur non plus. La valeur, c'est ça, c'est qu'est-ce que veut la personne, et il faut savoir où la transmettre. Il faut transmettre le truc, quoi. Il faut parler la même langue. Ça, c'est tout un métier en soi. Et voilà, donc du coup, moi, ce que je conseille, c'est identifier les gros nerds, les experts, les pédagogues, les meilleurs sur le marché dans une thématique. Et ensuite, tu regardes, soit tu les contactes, soit tu regardes leurs recommandations en termes de livres. Et tu vas sélectionner les 3 bouquins les plus avancés, les plus denses que tu trouves, et pas forcément les best-sellers. Parce que un best-seller, souvent, c'est un joli petit livre qui est packagé dans une histoire et qui va te dispenser un deux gros concepts. Et quand tu vas lire le bouquin, finalement, à la fin, tu vas dire, les 5-10% du livre résument l'idée, et le reste, j'aurais pu m'en passer. Alors, c'est un bouquin de chevet, tu vois, un petit divertissement. Par définition, s'il est best-seller, c'est qu'il est fait pour toucher beaucoup de monde, pour être compris par beaucoup de monde. Donc c'est moins profond et poussé en général. Alors qu'un bouquin, je veux dire, si tu apprends sérieusement, tu souffres. Ça, c'est un truc, si tu souffres pas, c'est que tu t'amuses, en fait. Le cerveau qui se muscle comme un muscle. Tu lis un livre, tu te rappelles les livres que tu avais à l'école, ces bouquins denses, machin. Ça ressemble à ça, un bon bouquin. C'est un truc où chaque page, il y a du contenu, tu veux t'arrêter, il n'y a pas d'histoire, c'est du factuel avec des exemples. Et c'est très dur à lire, c'est très dense. Mais tu arrives à la fin du livre, tu as une vraie... T'as du vrai stuff, en fait. Et si je peux aller plus loin, moi, avec mes contenus, c'est parce que je fais cet effort que beaucoup ne sont pas prêts à faire. Et après, je le vulgarise. Mais moi-même, si j'avais pas été... Parce que tu vois, pour vulgariser un truc, il faut l'avoir compris 10 fois plus. Ce que je te dis là, il faut que j'ai creusé 10 fois plus le sujet. Et sinon, si quelqu'un, tu me reprends le conseil là, et que tu vas le répéter plus loin, tu n'auras pas la vraie compréhension si tu le découvres. Il va falloir aller creuser le truc. Bien sûr. Et il y a savoir et croire qu'on sait, il y a savoir, il y a une étape encore. Ça, c'est l'apprentissage. Donc, par la lecture, tu bouffes de l'information. Mais après, il y a aussi toute une partie de l'apprentissage qui va être par la pratique. Voilà, tu parlais de pratique délibérée. Tu veux nous en parler un petit peu ? Alors, comme je dis, il faut vraiment restreindre la quantité de contenu. Il n'y a pas besoin d'apprendre à lire. Le speed reading, moi, j'y crois pas. Parce que moi, c'est plutôt de la rétention qui m'intéresse. Donc, on va lire moins, on va lire des choses plus qualitatives. Et après, on va se mettre en place un programme d'apprentissage. Et par exemple, si tu as ta compétence, mettons tu vas apprendre le copywriting, tu vas segmenter en sous-compétences, en rédaction d'une bullet point, création d'un concept. Tu vas créer des petits objets et tu vas essayer, des objets mentaux, et tu vas essayer d'apprendre ces objets en les pratiquant de manière, isolée.
avant de les connecter ensuite à un élément plus gros. Tu vois, par exemple, la copie, c'est le gros élément et ça va se séparer. Par exemple, moi, je les sépare en 4. Tu as le head, le lead, le body, le close. Okay. Par exemple. Donc, tu vas essayer de comprendre les objectifs de chacun de ces éléments et vouloir maîtriser chacun de ces éléments séparément et ensuite comprendre, les connecter ensemble. Et ça se fait par de la pratique. Et la manière de pratiquer, justement, ce que tu veux, c'est obtenir du feedback. C'est-à-dire, tu fais un truc, tu as le retour. Plus le feedback est rapide, plus vite tu gagnes en expérience. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Souvent, on mesure l'expérience au nombre d'années pratiquées. C'est une erreur. Il faut mesurer l'expérience au nombre de feedback. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu te mets à faire un mail quotidien et tu mesures quotidiennement tes retours, les ouvertures d'email, parce que tu veux améliorer le taux de clic avec tes titres, et que moi, je fais un mail par mois, basiquement, à la fin de l'année, tu as, on va dire un mail par année pour calculer, tu as basiquement 365 fois plus d'expérience que moi à la fin de l'année, si on part du même point. Même qu'on a pratiqué les deux. Donc tu vois, c'est pas une question genre dire il y a 4 ans que je fais du marketing, ça veut rien dire. Si le mec il a pratiqué un petit peu de marketing à gauche à droite, voilà. Les gens que tu prends pour des génies qui apprennent très vite, c'est simplement qu'ils sont focus sur un truc et qui vont s'arranger pour avoir un maximum de feedback. Et toujours chercher plus loin et toujours se challenger, parce que très vite tu rentres, quand tu apprends un truc, très vite ça devient facile pour toi et tu peux très vite rester dans ce genre de zone de confort, tu vois, et si tu te challenges pas pour toujours te mettre en inconfort, tu vas aller chercher des choses plus difficile, tu stagnes très rapidement. En fait, tu vois. Ouais, tu développes une flemme. Tu vois, c'est comme un peu le lifestyle de l'entrepreneur, il est un peu dangereux. On veut bosser 4 heures par semaine, mais quand tu bosses 4 heures par semaine, tu as envie d'en bosser 2. Et finalement, tu en bosses 30 minutes et ça va quand même te faire chier parce qu'en fait, tu as ton niveau de volonté qui fait comme ça. Les gens sont extrêmement paresseux cérébralement. C'est ce qu'on appelle la cognition, c'est le processus de réflexion. Plus tu l'utilises, plus il se muscle. Il y avait cet exemple du taximan, je crois de Londres ou je ne sais plus quel pays, je crois que c'est aux States ou je ne sais plus. Ils avaient encore un vieux taxi driver, je sais pas, qui n'utilisait pas de GPS. Il connaissait les rues par cœur. Ouais. Et on a comparé son cerveau au cerveau d'un autre conducteur de taxi à l'IRM. Et on s'est rendu compte que la zone de visualisation 3D, spatialisation, était beaucoup plus dense chez celui qui devait mémoriser, en fait. Et ça veut dire que ça a un impact neurologique. Ton cerveau se muscle comme à même titre que tes biceps. Et finalement, plus tu utilises ton cerveau, plus c'est facile de réfléchir, plus tu vois, par exemple, j'appelle ça la compression mentale. Quand tu apprends tes modèles et que moi, je passe des heures à essayer de tourner le truc dans tous les sens pour essayer de le simplifier, de le cristalliser, pour qu'ensuite pouvoir le délivrer de manière facile et de le comprendre. Tu vois, par exemple, pour créer de la curiosité dans un mail, j'ai tout un tas de modèles mentaux qui me permettent de te prendre par les coronesses et de te tirer en bas de mon mail jusque sur mon appel à l'action. Parce que je comprends tous les objets que je crée. Et je sais sur quoi appuyer exactement et c'est super facile à faire une fois que tu comprends ça. Et du coup, j'ai beaucoup de facilité à l'enseigner parce que je sais, je connais mes objets, j'ai plus qu'à te les donner en fait. Ok, d'accord, je vois. Il y a quelque chose moi, que j'envie dans ta manière de travailler quand je te regarde bosser, etc. Et quand je regarde tes contenus et tout, puis tout ce que tu m'as montré sur ton iPad tout à l'heure, c'est que tu es extrêmement structuré. Et moi, je suis quelqu'un de complètement désorganisé et j'aimerais bien avoir ce côté-là. Toi, tu m'as dit que ça s'apprenait. Est-ce que toi, déjà, tu l'as appris? Ou est-ce que tu as toujours eu ce cerveau très carré, très structuré, très organisé? Je pense que c'est une névrose, en fait. C'est une névrose. C'est une névrose qui peut être... Parce que, en fait, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'effet Zeigarnik. Non. Quand on ouvre une tâche, c'est-à-dire que elle va rester dans ta tête tant que tu ne l'as pas fermée. On s'était rendu compte de ça, c'est une psychologue avec les serveurs, justement, tu vois, et qui, en fait, un serveur retient la commande, et dès qu'il a délivré la commande, il l'oublie. Ouais, c'est très vrai, ouais. Et ça, c'est l'effet Zeigarnik, parce que dès qu'on a fermé le processus, on oublie. Et du coup, ça se passe avec l'école aussi, soit dit en passant, je pense. Tu vois. Ouais, il y a eu une grosse parenthèse qui s'est fermée, tu fermes la porte et je pense que ça sort par l'oreille, limite. Le devoir du mercredi, une fois que le devoir est passé, tu as oublié ce que tu as appris. Ouais, non, dès que j'ai terminé mon examen final d'allemand, je ne savais plus parler allemand. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup moi j'ai ce problème-là avec l'apprentissage, enfin c'est un problème et un avantage, c'est qu'en fait j'en souffre énormément parce que je veux organiser. Tu sais, je suis un informaticien de métier. Et du coup, j'ai un cerveau qui est on veut mettre les choses dans les boîtes. Et tant que j'ai pas les choses qui sont parfaitement rentrées dans les boîtes au millimètre, je
je suis pas satisfait. Donc je vais tourner les concepts dans tous les sens et dès que je crois que le truc il fonctionne, il y a une nouvelle merde qui arrive et qui recasse tout le truc et je me remets à réfléchir. Je dis ok, comment j'emboîte tout ça pour que ça soit utilisable et en même temps complet. Ouais. Et du coup, je dois recréer tous mes modèles mentaux de zéro. Et ça, il n'y a personne, je crois, qui le fait sur le marché. Et du coup, c'est ce qui me permet d'arriver avec des méthodes complètement différentes. Ouais. L'avantage de ça, c'est que je me différencie. Tu vois, je peux allumer, parler d'un podcast sur un podcast sans faire de script et sans chercher à me différencier. Naturellement, j'ai une manière de présenter les choses qui sont différentes. Parce qu'en fait, 80% de mon temps, je le passe à souffrir mentalement pour. C'est ma névrose pour. Donc il y a des inconvénients. Toi, tu vois, c'est bien classé, mais le travail qu'il y a derrière, en fait, c'est des fois l'impression de me percer la tête avec une perceuse, quoi. Mais maintenant, naturellement, tu penses en arborescence, tu sais. Ouais. On appelle une pensée en. Je sais plus, il y a un nom pour ça. Pensée, la pensée je sais pas si c'est de la pensée en arborescence. Non, il y a un nom pour ça. Pensée en arborescence, c'est une idée, il y a 3 autres idées. 3 c'est du MLM de la pensée, tu vois. Ouais. Donc, c'est voilà, la pensée de Ponzi. Ouais. Donc, non, c'est plutôt de la pensée en 3 dimensions, j'appelle ça. Parce que en marketing, comme partout, si tu veux, le monde, et ça, si tu es vraiment intéressé par monter une machine exponentielle et automatique, c'est le truc à la mode, tu vois, et je comprends, hein. Intéresse-toi au system thinking. Alors c'est un paradigme scientifique, ça ne fait pas rêver, c'est pas le truc qui t'envoie du rêve comme le truc qui te permet de rédiger des puces promesses de la mort, mais c'est le truc qui en fait étudie l'art de créer des systèmes exponentiels. Donc c'est ce que tu veux au final. Et ça, personne t'en parle sur le marché. Et en fait, ça permet de mesurer des systèmes, genre, je sais pas si tu as déjà fait cette expérience, tu prends un microphone et tu le mets devant l'enceinte et ça te fait un cri aigu. Ouais. Tu vois, ça c'est une exponentialité. Et en fait, ce framework, ce paradigme permet de mesurer ça. Les intérêts composés. Ou la même chose, ton business, quand tu as un business qui décolle, c'est parce qu'à un moment donné, il y a cet effet de Larsen. Ouais. Et je sais pas pourquoi je te parlais de ça. Et du coup, ma pensée, je l'organise comme ça parce que je veux créer un équilibre. Et il y a différents niveaux, tu vois. Il y a des systèmes qui se produisent dans tes propres pensées. Par exemple, si tous les jours, chaque fois que tu te lèves, tu as un vieux ordinateur pourri et que tu te dis putain, j'ai pas d'argent, tu renforces en fait cet état d'esprit de j'ai pas d'argent et si je veux gagner ma vie, tu vois, ça peut être un investissement de travailler du matos plus tu vois, c'est un détail, mais c'est un truc. Quand tu réfléchis en système, tu vas prendre en considération le temps. Je sais pas, je me perds peut-être un peu dans les... Non, vas-y, c'est intéressant ce que tu penses à la 4e dimension aussi qui est le temps, qu'on a tendance à oublier. On va faire beaucoup d'argent tout de suite. Ouais. Et en fait, il ne faut pas penser comme ça. Il faut penser, je veux mettre en place un flux de revenus qui va créer cet effet de Larsen sur le temps. Tu vas avoir un système qui aujourd'hui me génère 3 000 € tous les mois, je suis content. Parce que je sais que je peux le passer à 6. Puis après, je sais que je peux le passer à 12, à 24. Et après, en fait, l'exponentialité, si tu veux, il faut voir le système. Tu as l'entrée, le stock, enfin le processus, la sortie. Par exemple, l'argent, tu vois, tu mets 100 €, sur un compte, tu attends, je sais pas, 2 semaines, tu as 102 €. C'est un joli placement pour le coup. Et du coup, tu as en sortie en output 2 €. Ces 2 €, si tu les réinvestis en entrée, on a un feedback loop, donc on crée cette exponentialité. Et c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc on peut le mesurer comme ça. L'effet yo-yo dans un régime, c'est aussi un feedback, mais c'est un homéostasis. Ça veut dire que dès qu'on arrive à un certain point, on contrebalance de l'autre côté. Et on retrouve ça dans les finances. C'est sûrement ton compte en banque qui fait comme ça. Ça, c'est l'homéostasie. Donc on peut le mesurer avec ces systèmes-là, avec le system thinking. Donc ça, c'est de la cognition. Et je m'intéresse énormément à ça parce que ça te permet de visualiser finalement ton business en 4 dimensions. Tu peux prendre du recul, tu peux voir qu'est-ce que ça va potentiellement donner dans 2, 3, 4, 5 ans. Et tu prends tous les business qui ont des grosses explosions, ils ont consciemment ou inconsciemment compris ça. Ok, d'accord. Mais du coup, est-ce que tu penses que ça, c'est vraiment typiquement le genre de choses dont il y a très peu de coachs, de marketeurs qui parlent? C'est assez avancé et ça, on discute de ça avec mes clients où on a déjà un business à 6 chiffres où là, vraiment, on réfléchit, on a plus de marge de manœuvre pour voir à beaucoup plus long terme. Parce que tu vois, si tu ne sais pas si tu vas manger à la fin du mois, c'est dur de réfléchir à une année. Tu vois. Justement, je voulais te poser la question aussi parce que moi, je suis plus pour le coup, dans le court terme et l'exécution rapide, tu vois, je fais du contenu tous les jours, je fais des formations quasiment toutes les 2 semaines, Et toi, t'as plus une vision long terme maintenant, je pense, ouais. Où par exemple, tu travailles sur une formation, tu travailles pendant des mois sur cette formation et tu travailles tout ton lancement de manière stratégique, etc. Et est-ce
Est-ce que tu penses que quand on débute, c'est une bonne stratégie d'avoir cette vision long terme directement, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt être dans l'exécution rapide, tu vois? Je pense qu'on dit souvent justement que la clé c'est la rapidité, que c'est important d'être rapide sur le marché, dans le business, tu vois. Oui. Voir long terme et être rapide, c'est pas incompatible, de un. Après, moi j'aime bien quand on débute, au début, il faut se familiariser avec des concepts. Donc ce genre de choses, c'est pas le genre de choses dont je vais discuter avec quelqu'un qui sait pas encore ce que c'est une page de vente. Ouais. Après aussi, un autre truc dans ton cas, c'est pas parce que tu fais de la formation hebdomadaire ou tous les mois que tu n'as pas une vision à long terme. Ouais. Parce que tu peux quand même réfléchir en disant, bon ben je vais faire une formation tous les mois, mais comment je vais faire rentrer ça dans un système plus long termiste. Ça rentre dans un système long terme. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne vais jamais avoir un projet. Alors oui, j'ai ma vision à long terme, mais dans cette vision à long terme, moi, mes projets les plus longs, c'est des projets sur un mois, tu vois. Ouais. Ou sur 3 mois. Je vais avoir des plans d'action sur 3 mois parfois, mais typiquement. Hein, parce que si c'est au-delà, en fait, j'ai tendance à m'ennuyer. J'arrive pas à rester focus sur un truc pendant aussi longtemps. Ouais. Bah, moi, c'est ce que je conseille. Au début, tu commences avec des projets très courts. Même par exemple, si tu fais du freelance, j'ai des clients qui se lancent en freelance, je dis prends pas une mission qui prend plus d'une semaine, parce que tu veux du feedback rapide. Donc, comme je disais avant, c'est très intéressant de travailler sur des petites choses, sans trop te prendre la tête. Tu te mets en pratique et tu vas tester. Donc, tu vas faire des petits projets. Et au fur et à mesure où tu améliores ton focus, parce que c'est un muscle, tu vas pouvoir avoir des projets toujours plus gros. Si tu n'as pas l'habitude de bosser pour toi-même et que tu as tendance à t'ennuyer très vite, pars pas sur un projet à 6 mois. C'est comme le sport, tu vois, si tu es à la salle, on voit que tu te muscles, moi ça me ferait du bien. Tu vas pas arriver charger squat 300 kg et te péter les deux jambes. Tu vas déjà faire une barre à vide pour voir comment on fait le mouvement. C'est la même chose en fait. Et il n'y a pas besoin d'aller dans des systèmes compliqués au début. Tu vas au simple. Tu vois, je répète ce que j'ai dit. Le marketing, c'est quoi? C'est pas des tunnels de vente. Ça, c'est de la logistique. C'est même pas du marketing en soi. C'est délivrer de la valeur. Délivrer, c'est de la logistique. Le marketing, c'est l'audience, l'offre, le message. Et ça, c'est la stratégie marketing. On réfléchit à qu'est-ce qu'on crée pour qui. Ça, c'est loin d'être facile. Parce qu'il y a ce qu'on a dans la tête et il y a ce que veulent les gens. Il faut détacher ton ego de ça et regarder ce que veulent les gens et donner ce qu'ils veulent. Tu vois, et le vendre ensuite. Donc, ça, c'est ton message. Donc déjà, au tout début, tu ne penses pas tellement système, tu penses à aller au front, à discuter avec des personnes. Je veux dire, si tu n'arrives pas à vendre ton coaching en face à face, tu ne vas pas le vendre sur Internet. Oui, bien sûr. Mais ça c'est pareil, ça prend le contre-pied aussi de ce que beaucoup de formateurs font. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formateurs qui commencent par faire des formations directement, tu vois. Alors que finalement, je trouve que ça fait beaucoup plus sens, mais moi-même j'ai changé de perception là-dessus récemment, je trouve que ça fait beaucoup plus sens de commencer à essayer de vendre du coaching, du consulting en face à face comme tu dis, en one-to-one, essayer d'aller parler à un maximum de gens pour développer ta connaissance client, etc. Et ensuite utiliser les formations pour toucher plus de monde, quoi, tu vois. Mais tu vois, faire les choses dans ce sens-là, ça me semble beaucoup plus intelligent. J'ai 3 phases dans ma manière de lancer un business qui va aussi à l'encontre de ce qu'on voit beaucoup. En gros, il ne faut pas commencer par faire du contenu en fait. Aujourd'hui, c'est tellement… typiquement, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, tu commences… Moi, les 3 phases, c'est networking, publicité, contenu. Parce que… Alors, ceux qui ont déjà du cash, on commence par la publicité. Très rapidement, on va tester le message. Le truc, c'est qu'on ne commence pas par la publicité. Si tu n'as pas de budget, on va faire du networking. C'est très intéressant le networking et c'est très facile à faire. Tu vois, là, on a fait du networking, typiquement nous deux. Simplement, il y a des gens sur Bangkok, on se rencontre, on discute, on a un bon feeling. Ça te fait des potes, des gens qui sont dans le même délire que toi. Rien que ça, c'est déjà un gain. Parce que tu vas déjà t'entourer de personnes qui vont élever ta façon de penser. Et ça va, tu vois, donc ça c'est déjà un super point. Tu vas avoir des experts de différentes, tu vois, ça c'est aussi un truc dans l'hyper-learning. Au lieu de prendre 2 ans à consulter un truc, si tu as l'expert de la publicité Facebook, tu n'as qu'à le contacter, dis écoute, là j'ai un problème avec ça, si tu peux m'aider. Et en 3 minutes, il te débug le truc et tu as une réponse qui t'aurait mis des mois à chercher en fait. Et puis toi-même, tu nourris ton réseau aussi. Après, ça va te permettre de faire des partenariats. Tu vois, on finit en interview comme ça, de l'affiliation, ou bien vendre ton offre. Tu vas pouvoir tester ton message, voir si la personne en face, elle réagit. Tu vois, à force de voir des gens, je discute, on parlait par exemple l'autre soir au market, dès que je te dis un truc, tu me disais ah ouais. Mais limite, je savais au moment où tu allais faire des ah ouais, parce qu'à force de le dire, je vois ce qui croche. Et ça, c'est un feeling qui est important, que tu ne le vois pas derrière une page de vente. Donc quand tu es en face, les gens, tu les sens, tu vois dans leur voix, tu entends dans leur voix
Sur mon téléphone, tu peux le faire aussi. Tu l'enregistres et tu réécoutes et tu regardes à quel moment leur voix elle commence à chevrotter, où il y a une réaction émotionnelle. Ouais. Tu dis, ah ouais, là j'ai mis le doigt sur quelque chose. C'est là que tu apprends à connaître ton marché, et à connaître ton client idéal. Parce que la plupart des gens qui commencent, et moi le premier quand j'ai commencé, tu vois, tu restes derrière ton ordinateur. Et moi aussi. Tu crées des produits, tu crées des offres sur ce que toi tu penses de ton marché, mais en fait tu le connais pas du tout. Ouais. Et moi aussi, je dis ça, mais j'ai tout fait le monde, je pense. Ouais. Et après, bon, moi j'ai commencé en 2012, le marché n'était pas le même qu'aujourd'hui. En 2012, commencer par faire du YouTube, Instagram, Facebook, Instagram n'existait pas. C'était pertinent, il y avait beaucoup moins de monde. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, en 2020, tu vois, on voit des explosions de chaînes qui sont beaucoup plus incroyables. Mais je veux dire, avant, c'était une personne sur 100 qui faisait 10 000 abonnés. Aujourd'hui, c'est une personne sur 1000 qui fait 100 000 abonnés. Ouais. Mais du coup, tu n'as pas une personne sur 100 qui fait 10 000 maintenant. C'est juste qu'on a augmenté les proportions, mais on a divisé par 10 le nombre de personnes. Le pourcentage est divisé par 10 de personnes qui réussissent. Il y a plus de monde qui se lance, mais bon. Se faire sa place aujourd'hui en tant que débutant, sans vraie expertise, sans un format différent, un truc différent, c'est plus compliqué qu'avant. Ouais. Après, il y a des thématiques, ça dépend. Il y a des thématiques où tu es vraiment tout seul et faire du contenu directement, ça peut être intéressant. Ouais. Le cas peut être différent. J'ai des clients qui ont une partie sur de l'organique. Il y a le SEO aussi après derrière qui est très intéressant, qui n'est pas mort du tout, contrairement à ce qu'on dit. C'est extrêmement qualifié. Ouais. Et j'ai des clients qui remplissent des centaines d'inscrits par jour à la mailing list avec que du SEO. Je disais donc premier niveau, donc c'est le networking, et là tu vas vendre tes premiers services. Si tu n'as pas d'expertise, on commence avant de faire du networking déjà avec l'hyperlearning. Ouais. On peut commencer à networker en même temps parce que ça te permet de te mettre en contact avec des gens et tu n'as rien à vendre, mais c'est juste tu commences à nourrir ton réseau. Si tu contactes la personne au moment où tu veux lui vendre un truc ou proposer un partenariat, souvent c'est que tu l'as contacté trop tard. Il faut d'abord une fois que tu as un réseau de personnes à qui tu t'entends bien, il n'y a qu'à lui envoyer un message et la personne elle est dispo parce qu'elle te connaît. Donc on commence à construire ce réseau au moment où on apprend l'expertise si la personne n'a pas d'expertise. Et du coup ça va le mettre déjà dans un début de mindset avec les bonnes personnes. Ouais. Et après, une fois qu'on vend ses premiers services en networking, il y a du cash qui rentre. Et là, ce cash, on va pouvoir le réinvestir en publicité. Et encore affiner son message. Et là, si on reprend l'échelle upside, on va taper dans le side, toujours. Et gentiment, avant de taper dans des gens moins conscients, on va déjà travailler là-dessus. On va pouvoir remplir sa mailing list, toujours en vendant ses services. Progressivement, on peut basculer sur de la formation. Moi, je suis dans cette étape-là avec ce business en ce moment. Et du coup, derrière, tu as quand même tes services donc, qui tournent. Moi, je vends du consulting en ce moment. Et derrière, j'ai tout le luxe de tester, s'il faut, pendant 3 ans, des angles d'attaque pour mes formations, toujours en vendant du consulting. Et le jour où j'aurai trouvé un angle pour ma formation, je vais aller appuyer à fond là-dessus et je vais la scaler. Et là, je vais taper dans l'upside complet. Okay. Et je vais pouvoir avoir un tunnel qui convertit avec un message qui est complètement calibré. Et finalement faire appel aux meilleurs freelances sur le marché. Et à ce moment-là seulement, tu ramèneras une stratégie de contenu, mais pas avant en fait. Voilà. Parce que par exemple, là j'arrive, tu vois, j'ai mon tunnel par exemple avec la publicité Facebook que je fais décoller. On peut rester avec que de la publicité. Maintenant, ça fait toujours chier de dépenser de l'argent qu'on préférait avoir dans sa poche forcément. Donc là, une fois que tu délègues, après c'est des façons de faire, il y a 1000 façons de faire. Si tu te donnes juste une manière, après c'est vraiment adapté au cas par cas. Il ne suffit pas de copier-coller le truc tel quel, parce que ça, encore une fois, ça serait de la tactique bête et con. Il y a vraiment une réflexion à faire derrière. Mais tu vas à ce moment-là déléguer, parce que tu vois, c'était un joli ROI. Donc retour sur investissement dans tes tunnels, tu sais que par exemple, si tu envoies pour 1 euro, tu récupères, je sais pas, 5-10 euros. Sur du side, donc sur les éléments de fond, c'est pas rare d'avoir des gros taux de conversion. Tu vas pouvoir bosser avec les plus gros pros en fait dans le milieu. Le problème dans les freelances en publicité, c'est que souvent, si tu n'as pas des gros taux de conversion, tu vas bosser avec des gens qui ne savent pas faire de la pub. Parce que ceux qui savent faire de la pub, ils vont vouloir quelqu'un qui a une grosse marge de manœuvre, parce qu'ils savent que c'est une valeur sûre. Donc du coup, pour pouvoir négocier avec ces gens, tu veux un gros ROI. Et là, ils voient le potentiel et ils te négocient une marge derrière et ils savent qu'ils vont s'en mettre plein les fouilles les mois qui suivent. Quoi. Et toi aussi. Et là, du coup, après, on peut réfléchir à de l'organique en disant, maintenant, je peux utiliser YouTube pour grossir ma chaîne. Si on prend l'exemple de Stan Leloup, qui le fait, c'est celui qui le fait le mieux actuellement.
Et voilà. Et du coup, après, juste un petit détail aussi, quand je parle d'acquisition sur YouTube, il faut bien comprendre que YouTube, c'est pas forcément que de l'acquisition. Par exemple, moi, là, je poste sur YouTube, mais je le poste pas pour faire de l'acquisition. J'ai une très petite chaîne, mais je le poste pour faire de la confiance. Ça veut dire que je vais rediriger les gens qui sont dans mes listes sur ces vidéos-là, à travers mon podcast ou sur YouTube, pour qu'ils passent plus de temps avec moi et qu'ils se rendent compte de mon expertise et que ça va les amener, ça va les réchauffer et leur donner plus envie d'acheter mon consulting. Par contre, ce n'est pas les contenus que je crée en ce moment-là qui vont me permettre d'être viral. Ouais, mais en termes de confiance, de fidélisation, c'est plus puissant que l'écrit, quoi, la vidéo. La vidéo, c'est le meilleur format. Vidéo, ensuite l'audio et enfin le texte. Par contre, pour la conversion, le texte sera plus efficace que la vidéo. Parce que voilà, on est dans du mailing, c'est ce qui marche le mieux avec les tunnels. Et puis du coup, quand on fait de l'organique, que tu as déjà grossi tes listes avec la pub et que tu arrives à un freelance qui fait de la publicité YouTube, tu vas faire une campagne de following, où là tu vas pouvoir grossir déjà ta chaîne avec, tu as un budget parce qu'on a une stratégie derrière, et là on fait grossir sa chaîne YouTube et on envoie de la vidéo beaucoup plus virale derrière, et on a toute une stratégie qui est mise en place avec un professionnel, et là on passe les 10, 20, 30, 50 000 abonnés relativement rapidement. Comme le message est déjà calibré aussi, on ne galère pas à tâtonner qu'est-ce que je fais comme type de vidéo, comment je m'adresse à mes clients, et ça résonne finalement pas, et tu te bats avec quelques centaines de vues sur ta chaîne. D'accord, c'est intéressant, ça va vraiment contre-pied de ce que moi j'ai fait pendant aussi longtemps, et de ce que moi-même j'ai conseillé pendant longtemps, et puis de ce que la majorité des gens conseillent en fait. Ouais. La majorité des gens conseillent de commencer par créer du contenu, trouver sa place en organique, et après de scaler avec de la pub, tu vois. C'est le biais du formateur. Chaque formateur veut vendre sa solution. C'est comme les investisseurs qui veulent vendre leur système d'investissement, mais s'ils ne s'attaquent pas, tu vois, c'est le upside, ils ne s'attaquent pas à des gens moins conscients et moins prêts à acheter, ils ne vendront pas assez de formation pour gagner leur vie aux standards qu'ils ont fixés. Donc ils vont forcément devoir toucher des gens qui sont pas forcément qualifiés et leur vendre ça d'une manière ouais, tu peux quand même si tu n'as pas d'argent, alors qu'en fait tu as meilleur temps d'apprendre à faire du business, et une fois que tu gagnes beaucoup d'argent, tu te prends un consultant et là tu apprends à placer ton cash, quoi. Ok, c'est intéressant. On va arriver sur la fin de l'interview tranquillement. Je vais te poser juste des petites questions un peu plus perso parce que je sais que tu aimes ça. C'est vrai que je parle pas trop de moi. C'est quoi ton gros challenge du moment? Sécher. Tu vois, ouais. Si tu parles d'un point de vue business, du coup. Idéalement, ouais. Non, mais même dans ta vie, vas-y. Ouais, moi j'ai plus de problèmes à perdre du poids qu'à gagner de l'argent. Donc voilà. Donc ça fait 20 ans que j'essaye. Je fais du haut et des bas comme ça. Je suis dans un bas, ça va. T'as jamais. Si on en avait parlé, t'as essayé de faire un jeûne de plusieurs jours, mais tu regagnes directement le poids que tu perds après. Ouais. Bon, j'aime bien la base, je mange pas le matin, tu vois, je mange à midi et puis le soir vers 6h. Ouais. Mais sinon, pour parler business, on est là pour ça. Maintenant, c'est de mettre en place, si je veux créer la plus grosse formation sur la psychologie du business. On va parler de vente, d'apprentissage, aussi d'organisation, mais pour pouvoir arriver à un niveau, penser justement de manière en 4 dimensions. Et je veux vraiment arriver avec du gros stuff. Je veux, comment dire, je vais le présenter comme ça. Il y a ce que désirent les gens, il y a ce que les gens ont besoin. Ouais. C'est pas la même chose malheureusement. C'est assez frustrant. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que font les gens qui veulent gagner leur vie avec leur business? Ils vont aller vers les désirs et puis après on mettre un petit peu saupoudré de besoins, mais finalement on te vante et on tombe dans le shiny object, tout ce qui brille, les petites tactiques. Et moi, j'ai envie de prendre le contre-pied en disant en fait vendre le besoin. Toujours en s'appuyant sur le désir, mais de connecter un truc, tu vois, par exemple l'hyper-learning, l'apprentissage rapide, c'est pas le truc qui fait rêver les gens. C'est une formation, c'est un gros risque que je prends. Tu vas sur le web, il n'y a personne qui fait ça. Tu trouves pas ça ailleurs. Alors que c'est le truc central, en fait. Il y a, comment il s'appelle, Steve Abdelkarim. Ok, alors je connais pas. Transformation. Lui, il fait des formations sur l'hyper-learning et justement aussi sur le speed reading, donc tu disais que tu n'aimes pas ça. Ouais, mais sur l'hyper-learning aussi, va voir un peu ce qu'il fait. Ok, ouais. Écoute, je cherchais, je trouvais pas, donc tu me rediras après la référence. Et du coup, partir du besoin et me dire, ok, comment rendre ça sexy? Parce que c'est ça en fait, c'est comment rendre autant attractif ce dont les gens ont besoin que le truc de base. Ouais. Parce qu'en fait la vente c'est ça, c'est prendre le désir existant et le canaliser vers ta solution. C'est pas créer le désir. Et du coup,
je me dis, si je suis capable de faire ça et de m'attaquer aux sujets dont les gens ont vraiment besoin, que tous les autres marketeurs ont peur d'aborder parce que ça ne se vend pas, et que je développe la compétence de vendre ça, j'ai un champ d'action considérable, et je contribue à ma mission qui est que je veux vraiment apporter de la valeur, et je veux vraiment, vraiment rétablir cette vérité sur le marché. Alors, la vérité, après, tout est subjectif parce que chacun a sa vision des choses. Hein. Je ne suis pas là, mon mot de Messi, je dis toujours, les gourous, c'est quoi un gourou ? C'est ceux qui font tous comme toi, sauf toi. Tous les autres sont des gourous, mais pas nous. Mais voilà, donc non, chacun qui a des bons et des mauvaises choses dans sa façon d'approcher et voilà, ce que je fais parle à certaines personnes et pas à d'autres. Je vois, j'ai tendance à parler comme si je savais tout, mais c'est pas le cas, loin de là. Mais c'est vraiment ça, c'est ma mission, c'est de dire ok, comment prendre ces choses, leur donner envie de ça, leur donner envie de faire du positionnement. Donner envie d'apprendre à apprendre, parce que finalement c'est passionnant, c'est juste qu'il faut se lancer dans le truc, de faire moins de choses mais de faire les choses qui sont importantes. C'est tout un travail d'éducation de ton audience, de tes prospects. Ouais, c'est aussi... ouvrir l'esprit, un travail d'éveil des gens en fait, c'est de l'éveil. Ouais, c'est aussi un travail de packaging, de dire, bah voilà, ils ont besoin de ça, comment rendre ce truc en l'état, comment eux ils sont, comment leur donner envie de ça. C'est copywriting. Ouais, et leur mettre des claques dans la tête, tu vois, j'aime bien mettre des claques, moi je suis un peu tyrannique, je dis les choses, et leur donner envie de ça, parce qu'ils se disent, ouais putain, parce que moi j'ai deux clients en consulting qui sont partis, ils voulaient vendre du coaching en marketing, ils n'avaient pas la compétence. 2 ans, il y en a un qui a 2 ans qui galérait, il se reconnaîtra probablement, et je lui dis, on va arrêter ça, parce que tu vois bien que ça ne marche pas. On bosse ensemble, mais ce que je veux, c'est que maintenant tu te formes à ce qui te plaise. Et il a pris le copywriting, je lui dis, bon, ça je peux te l'enseigner. Et je lui ai transmis l'hyper-learning, mais je lui ai dit, on ne parle pas d'argent avant les 3 à 6 prochains mois. Il a bossé 4, 6, je sais plus, je suis nul en date, mais 4-5 mois en tout cas, à fond, du copywriting, du mailing quotidien, juste pour s'entraîner, poser des questions, corriger des textes, etc. Il commence à prendre du skill en copywriting, il fait du freelancing. Et là, maintenant, il a des clients et il a du mal à tous les gérer, en fait. Alors, il démarre encore, mais tu vois, c'est le début d'une belle aventure parce que là, il est là, il me disait encore, putain, est-ce que je prends ce client qui sait que je priorise, les deux attendent. Et il a une vraie compétence à vendre. Voilà, et du coup, ça marche. Et du coup, il commence à faire ses premiers euros et il va continuer à bosser, il va développer sa légitimité parce qu'il bosse déjà avec un mec qui a 300 000 abonnés, tu vois. Ouais. C'est quelqu'un qui pèse assez lourd, alors je ne peux pas donner les noms, mais le fait est qu'il va pouvoir, faire son truc, tu vois. Et comment dire, après il a des chiffres, après il a une légitimité, il va gentiment pouvoir transitionner vers du consulting. Bien sûr. Et de la formation, et le mec il va savoir de quoi il parle. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut faire les choses plutôt que... Mais c'est pas sexy. Parce que le mec qui se dit, ah moi j'ai un boulot de merde, maintenant ce que je veux c'est être heureux et libre et je veux vivre de ma passion. Ouais. Donc là il y a un problème de mindset, c'est de se dire, ok, si je vis de ma passion, je veux faire que des choses que j'aime faire. J'aime pas faire de freelance, j'aime pas faire de consulting, j'aime pas faire le positionnement, la recherche marché, moi je veux juste créer du contenu. Mais quand tu fais que ce qui te passionne, tu crées une passion. C'est quand tu fais ce qui est nécessaire que tu crées un travail. Donc il y a des choses, même dans, tu vois, une entreprise, que tu vas devoir faire qui ne sont pas intéressantes. Déjà il y a la compta, personne kiffe ça, sauf les avocats, et j'aimerais bien comprendre comment ils font, mais les avocats et fiscalistes et autres, enfin, sont dans toute l'administratif, les comptables, voilà, je voulais dire. Bref, bon, s'il y en a qui aiment faire ça, moi je leur laisse, c'est avec grand plaisir, c'est ce que je fais. Et du coup, mais après il y a des choses que toi tu devras faire, tu vois, des recherches marché, dépenser un peu de publicité, prendre certains risques, te discipliner, tu vois, genre tu fais un gros projet qui va durer 3, 4, 5, 6 mois, tu vas en chier forcément, ça va être pas intéressant, tu auras envie de commencer un nouveau projet. On est tous comme ça, on préfère recommencer des projets parce que c'est nouveau et tout. Un truc qui dure 6 mois, il y a très peu de monde qui vont finalement réussir. C'est une question de discipline et c'est de tous les jours faire la même chose, te pointer et faire ton truc, quoi. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut faire qui ne sont pas intéressantes, c'est comme partout. Et ça, c'est un mindset à développer. Et finalement, c'est une question aussi de discipline, de focus. Ça s'apprend, ça prend du temps. Si tu vas dans les gros masterminds, de quoi on discute, c'est qu'est-ce que je peux enlever, qu'est-ce que je peux arrêter de faire, comment je peux simplifier les choses. C'est pas qu'est-ce que je peux rajouter, quelle nouvelle stratégie je peux. Non, c'est qu'est-ce que je peux enlever de moins intelligent pour le rajouter par quelque chose de plus intelligent. C'est la seule question en fait qui est posée. Qu'est-ce que je fais qui me prend du temps, qui m'amène pas de résultats et on passe. Ouais. Mais même qui t'amène déjà des gros résultats, mais pour passer à l'étape suivante. Et à bout d'un moment, c'est même plus remplacer des choses débiles par des choses intelligentes. C'est moins intelligent par plus intelligent. Ouais. Quand tu fais déjà 100 000 balles par mois et que tu veux passer à 200 000, ce que tu es en train de faire qui te génère 100 000 balles, il va falloir reprendre le truc à l'envers. Et là, c'est d'autant plus challengeant parce que tu as un d'autant plus gros risque
Mais si tu fais pas ce mouvement, ton business, il évolue en S et finalement, il va faire comme ça au lieu de reprendre la courbe. Et c'est stressant. Voilà. Et plus tu vas avancer dans ton business, plus tu vas être stressé, plus tu vas être anxieux, plus tu vas devoir apprendre à gérer ça. Ça, il faut aussi bien le dire, c'est pas les belles petites plages tranquillou, on oublie le business l'après-midi. Ton effet Zeigarnik, il est ouvert jusqu'à ce que ton business il fasse faillite, quoi. J'aime bien que tu mettes ça en avant. Moi, c'est un truc que je mets souvent en avant aussi, tu vois, que c'est pas, que c'est un mode de vie qui est agréable, sympa, etc. Mais ça demande beaucoup de travail, c'est pas si idyllique que ça, tu vois. Bah, tu vois, là on est à Bangkok, tu sors dans la rue, tu as fini ta journée, t'es pas en train de te dire ouais, plage, machin, t'as encore des trucs dans la tête, genre ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ah ouais, je pourrais faire ça, et du coup tu passes ton temps encore à brainstormer derrière, tu essaies de te détendre un peu, mais t'es dans un état quand même un peu anxieux, tu vois. Tu sais que les 2 premières années où je créais mon truc, j'avais jamais fait d'insomnie de ma vie, j'ai commencé à faire des insomnies à fond, tu vois. Là maintenant j'arrive à gérer le truc et je redors beaucoup mieux, mais parce que putain, tu penses à ça matin, midi, soir, la nuit, tu penses à ton business, tout. C'est quoi qui te stresse dans la vie? C'est les responsabilités. Quand tu as un job, puis tu dis maintenant je veux être libre, heureux, tranquille, détendu, alors je prends un business. En gros, c'est comme si tu te disais je vais être libre, heureux, détendu, donc je vais prendre 40 fois plus de responsabilités. Tu prends des responsabilités pour tout. Par exemple, on peut encore se tendre des heures, mais rien que la manière dont tu vends les choses, c'est une responsabilité éthique, morale et légale. D'ailleurs, il y a la majorité des web entrepreneurs, leurs systèmes sont illégaux. Sur Internet, il faut faire attention à ce que tu consultes. On ne parle pas de l'égalité, c'est encore une fois pas le truc qui fait rêver, mais par exemple les systèmes passifs, très souvent ils sont illégaux, hein. Ils fonctionnent super bien avec des timers et compagnie, mais la manière de mettre les timers, proposer des bonus, très souvent c'est illégal, hein. Dans 99% des cas, tu n'as pas le droit de proposer des bonus, tu n'as pas le droit de mettre des timers. Des timers qui se relancent automatiquement. Ouais, voilà, ouais. Après il faut bien comprendre le truc, et moi-même je suis pas expert là-dedans, donc quand tu arrives à un certain niveau avec ton business, tu as intérêt de prendre un fiscaliste. Mais en gros, tout ce qui convertit le mieux, c'est forcément ce qui se vend le plus, mais c'est aussi ce qui est illégal. D'accord? Si ça convertit trop bien, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Donc voilà, malheureusement, désolé de t'apprendre ça mais c'est important de... Du coup, c'est intéressant, mais on était parti sur une question perso et tu as réussi à fuir l'aspect perso, tu vois. Ça, Juste une dernière question et puis après je te laisse. Avec le recul maintenant que tu as aujourd'hui sur ton parcours, s'il y a une chose que tu devais faire différemment, ce serait quoi? Peut-être une erreur que tu as fait, un truc que tu te dis j'aurais pu aller beaucoup plus vite si je l'avais fait différemment, tu vois. Je passerai pas mon temps à essayer de mettre trop de choses et de toujours recommencer. Parce que on croit qu'il faut exécuter parfaitement les choses et du coup on essaie d'exécuter parfaitement, mais en fait on saute de chose en chose. Ah, projet m'intéresse, ah oui ça, ah puis ça, ah puis ça. Et finalement le premier truc que tu avais commencé, tu l'as pas terminé, c'était il y a 2 ans. Et si tu comptes toutes les heures que tu as perdues à recommencer et que tu les stacks et que tu en prends rien que la moitié et que tu les mets dans un seul projet, tu es 10 ans en avance de ce que tu es maintenant, quoi. Et focus. Ouais, c'est ça, et faire les choses simplement, et tu sais, t'as pas besoin de les faire parfaitement. Je vois, si tu te fixes un objectif et que tu le suis et que tu fais que la moitié des actions que tu pensais faire, parce que c'est toujours ça qui se passe, on n'en fait jamais autant que si on se dit ça va être fait en 1 mois, finalement ça prend 1 an, quoi. Et finalement, si tu vas toujours dans la même direction, que tu restes consistant, tu as des résultats qui sont au-delà de ce que tu pensais, finalement, en ayant beaucoup plus lentement que ce que tu espérais. On revient dans ce système exponentiel. Donc, simplifier les choses. Après, cette simplification, ça demande d'avoir aussi une vision. Donc, c'est pour ça que d'avoir quelqu'un qui t'accompagne, ça t'aide à te dire fais ça et fais pas ça. Donc, ouais, ça serait ça. Après, c'est une question, elle n'est pas évidente ta question, parce que, tu sais, c'est comme. Quand on se cherche aussi, j'ai pris 2 ans pour me chercher, recommencer, tester plein de trucs, je suis même parti dans la programmation. Tant que tu ne sais pas ce que tu veux, tu fouilles dans tous les sens. Ouais. Et ça, c'est pas un retour en arrière, tu cherches. Mais cette phase, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, ouais. Et tant que tu n'as pas trouvé ce que tu veux faire, teste plein de trucs et n'aie pas peur de te tromper et fais juste plein de choses. Puis après, dès que tu as un truc qui te passionne, qui te tient à cœur, engouffre-toi dedans et trouve-toi une mission. Et ça aussi, on va peut-être terminer là-dessus. C'est au lieu d'avoir une mission extrinsèque, une mission intrinsèque. C'est-à-dire au lieu de chercher le lifestyle, de chercher plus d'argent, plus de ci, plus de ça, c'est d'avoir une mission qui est d'apporter quelque chose.
Et moi, c'est typiquement de rétablir cette vérité, d'apporter de la valeur, d'être celui, pas le plus divertissant possible, mais celui qui t'apporte la valeur la plus grosse possible. Donc je mets toute mon énergie là-dedans. Les vidéos, elles ne seront pas les plus fun à regarder, mais moi-même, je ne consulte pas les contenus les plus fun. Donc j'incarne aussi ça. Du coup, j'apporte plus dans la qualité de ce que je donne que dans le côté, dans la forme. Tu vois. Et du coup, c'est ma mission et c'est ça qui me motive et j'essaie d'incarner ça tous les jours. Et je me refuse de signer un client qui incarnerait pas ça non plus parce que ça irait à l'encontre. Donc ça te donne un drive et tu sais pourquoi tu fais les choses. Parce que moi et ça je sais que c'est beaucoup de monde sont rebutés par ce milieu très cliché de gros argent ou de l'autre côté monstre lifestyle, Bentley, grosse voiture, vas-y je t'envoie du lourd. Et il y a cette mentalité là en mode je te vends le lifestyle et en fait moi ça me rebute et j'ai pas du tout envie d'être identifié à ces gens là. Et quand je me suis refocalisé sur juste ce que j'avais envie de faire, j'oublie ce qu'on dit qu'il faut faire pour que ça marche. Je me dis qu'est-ce que je veux moi faire et je trouve un moyen de faire fonctionner ça. Quand on me dit qu'il faut vendre le désir et pas le besoin, ben moi j'écoute pas et je dis je veux prendre le besoin et je veux le rendre, je veux donner sexy. Voilà. Alors après, comme je dis, il n'y a pas forcément toujours les formes, parce que je m'adresse à des gens un peu plus avancés, mais je veux quand même leur donner envie de leur faire comprendre que c'est ça qui est nécessaire. Parce que je sais que moi, ce qui a fait la différence, c'est d'avoir compris ce qui était vraiment important, et que c'est des choses qui sont beaucoup moins intéressantes à étudier apparemment, mais dès que tu les étudies, elles sont beaucoup plus intéressantes que les petits shiny objects. Et ça t'éclaircit l'esprit. Voilà. Je n'ai plein de choses, finalement, c'est une question qui est assez dure, qui a l'air facile d'apparence, mais quand tu réfléchis... Voilà, donc j'espère que j'ai pas trop éclaté dans toutes les directions. C'est parfait. Merci Damon, c'était super intéressant. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on dirige les gens qui te découvrent et qui veulent savoir ce que tu fais, en savoir plus sur toi? Sur ma page d'accueil où je conseille d'avoir un capture d'email, donc damonpyne.com, damonpyn.com. Et puis voilà, il y a ma page de capture, si tu as envie de te faire capturer. Et tu recevras un mail quotidien, c'est un truc très, très fréquent. Qui se fait de plus en plus, mais qui apporte de la valeur et qui a tendance aussi à maltraiter un peu les gens dans la liste, dans le sens où on reprend les trucs de fond, on dit voilà tu fais ça, c'est sexy, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Donc si tu aimes prendre des claques dans la gueule comme dans cette interview, rejoins-nous. Ça marche. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.